Mon invité du jour est Christophe de Sansal. Il nous présente son ouvrage « Sans attendre d'autres récompenses » à compte d'auteur. Bonjour Christophe. Alors Bonjour Christophe Olivier. de Sansal, vous avez écrit un roman qui pourrait s'apparenter à une sorte de signe de piste. C'est un roman avec une forte teneur historique qui se passe notamment dans les années 30. C'est un roman sur le scoutisme, mais aussi un peu sur l'armée. Est-ce que vous pouvez nous présenter le scénario de ce livre ? Oui, bien sûr. En quelques phrases, on pourrait dire que ça raconte l'histoire d'un petit gars des faubourgs populaires de Nevers qui est tout feu, tout flamme, qui a un caractère bien trempé. Et on va lui proposer l'aventure scout. Et il va rentrer dans cette aventure avec toute son énergie, tout son enthousiasme. Et ce garçon, il est capable du meilleur comme du pire. C'est-à-dire que c'est un adolescent, il n'est pas encore rentré dans l'âge adulte, il n'a peut-être pas encore tout à fait compris qu'il fallait s'extraire de lui-même pour essayer de découvrir la pépite, le trésor qu'il y a dans son prochain. Et donc c'est une personne qui est un petit peu trop idéaliste, qui va par exemple aduler son chef de patrouille, du coup qui ne va pas tolérer que son chef de patrouille puisse avoir des faiblesses, puisse faillir. Et du coup, c'est un garçon qui va rencontrer la déception, la désillusion. C'est un garçon qui va s'enfermer, qui va devenir sombre, qui va devenir quelqu'un d'autre que lui-même et qui va perdre pied. Et ensuite, je vous laisserai... Ah oui, il ne faut pas raconter la fin immédiatement. Je vous laisserai découvrir. On reviendra un peu sur l'histoire, après sur certains éléments de l'histoire, mais vous, qu'est-ce qui vous a mené? Ce n'est pas votre métier, écrivain, non. Même si c'est extrêmement bien écrit et que ça se lit très facilement, je tiens quand même à le dire. Quel est votre métier? Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre? Comment on écrit un livre alors que ce n'est pas votre métier principal? Eh bien, alors moi, de formation, je suis docteur en matériaux et ingénieur. Je travaille dans le nucléaire en tant qu'ingénieur indépendant. Et en 2018 à peu près, j'ai eu quelques soucis qui ont fait que je me suis posé des questions sur ce que je voulais faire de ma vie. J'ai suivi ce qu'on appelle un diagnostic de talent, où on fait toute une recherche sur soi-même pour voir quels sont nos dons innés, quels sont nos talents. Et en sont ressortis des mots comme transmission, histoire, patrimoine. Rien de ce que je fais au quotidien, en fait, dans mon métier. Et petit à petit, en parlant à ma femme et en y réfléchissant, j'ai essayé d'inclure un petit peu cette composante de moi-même dans ma vie, sans pour autant tout bouleverser. Je reste ingénieur, ce sont mes compétences. Hein. Et voilà, donc j'ai très vite mis en place dans ma tête ce projet qui était d'écrire un roman, et un roman du coup de transmission, donc un roman avec une partie histoire, une partie jeunesse, une partie aventure. Et cette écriture s'est produite de manière un peu inopportune grâce au Covid. C'est ça, c'est un projet Covid. Je le mûrissais avant, mais ça avait du mal à prendre corps. En 2020, je me suis retrouvé 7-8 mois sans mission, sans chiffre d'affaires. Et ça a été l'opportunité pour moi de vraiment de me lancer dans ce projet, d'y aller vraiment par journée entière. Et je me suis quand même donné un délai. C'est-à-dire que je savais qu'à un moment donné, l'activité allait reprendre. Donc je me suis donné un délai de fin d'année pour l'écrire, pour le faire relire, pour le faire corriger, et puis pour essayer de le vendre, histoire de récupérer quelques subsides financiers pour cette année 2020 qui était un peu compliquée. Et alors, quelles ont été les inspirations dedans? On voit un peu, je vous disais tout à l'heure, signe de piste, ça peut faire penser aussi un peu à Raspail, il y a beaucoup d'idéalisme dedans. Quelles sont vos sources d'inspiration pour ce livre? Alors, à Raspail, pas directement, mais effectivement, le côté jeunesse éternelle, ça, je le nie pas. Mais généralement, quand on commence à écrire et qu'on découvre, j'avais jamais écrit, à part ma thèse avant, donc on s'appuie sur ce qu'on connaît. Et je connais très bien le scoutisme, c'est quelque chose qui m'a forgé, qui m'a beaucoup plu.
Donc naturellement, je me suis dit que si je voulais faire passer quelque chose, il fallait que je le fasse passer par le biais d'un signe de piste. Je sais pas pour vous, mais moi, quand j'étais jeune, j'ai énormément lu de signes de piste. Les Princes Eric, mais énormément de Fonsine. Et vraiment, je rentrais dedans, c'est quelque chose qui m'a vraiment structuré. Donc je me suis dit, si j'avais à écrire quelque chose, il faudrait que ce soit un signe de piste, peut-être un petit peu plus complexe, mais il faudrait que ce soit dans la veine des signes de piste. Et alors justement, vous parlez de beaucoup de scoutisme et d'armée. Quel a été votre parcours scout ou militaire? Alors, j'ai jamais été militaire, jamais. La chose militaire m'intéresse, donc j'ai quand même bien étudié ce que c'était que l'armée en 39 pour écrire ce roman. Et ensuite, moi, j'ai fait partie d'autres mouvements de jeunesse. J'étais scout sur le tard. J'ai commencé à 18 ans en tant qu'assistant chef de meute, donc j'ai fait ma promesse à 18 ans. Et j'étais assistant chef de troupe, j'étais chef de troupe, et j'ai été de longues années à la route également. Voilà. Et puis j'ai arrêté à 25 ans au moment de mon départ routier. Et l'armée, pas du tout. Mais est-ce que vous avez, par rapport à cet amour de l'histoire, est-ce que vous avez aussi une formation historique ou de l'histoire même locale? Parce qu'il est question beaucoup de la Bourgogne. Votre histoire est entre la Bourge et la Bourgogne, même on pourrait dire, même il y a des passages plutôt dans la Somme, ouais. Sans rien trahir. Vous êtes vous-même enraciné en Bourgogne? Je suis enraciné en Bourgogne, je suis d'origine nivernaise. Comme le héros de... Comme le héros. Oui. Exactement, les deux des héros viennent de Nevers et puis j'habite actuellement en Côte d'Or. Mais le but effectivement d'un roman pour moi historique, il faut qu'il soit enraciné quelque part. Il peut pas être de France, il faut qu'il soit de France, de quelque part. Et ça aide également à structurer l'histoire, à donner un petit peu de réalisme. On prend des garçons qui viennent de quelque part, qui vont quelque part, et on essaye de faire coller les choses pour que la fiction, on va dire, rencontre la petite et la grande histoire. Et c'est ça justement, là, c'est qu'on est vraiment... c'est une petite histoire qui nous permet de rentrer dans la grande histoire, notamment, on dira, sans trop trahir le livre, à un moment, un protagoniste rencontre Leni Riefenstahl, on se demande d'où ça sort, et il y a ça, il y a la réhabilitation, en quelque sorte, des soldats français de 40, parce que souvent on a l'impression d'une grande débâcle, c'est vrai qu'il y a une débâcle, mais vous remettez quand même un peu à leur place les choses, parce que c'est vrai qu'il y a quand même des soldats français qui se sont battus en 1940, qui sont morts, de recul. Et on n'en parle jamais. Et ça, c'est un peu une réhabilitation. Vous l'avez fait, vous y teniez, ou c'est arrivé un peu comme ça au fil de l'écriture? Non, j'y tenais parce que c'est pas l'armée de la victoire qu'on connaît. Quand on pense à l'armée française de la Seconde Guerre, on pense à l'armée de Delattre et pas à l'armée de Gamelin. Et pourtant, dans cette armée-là, même si elle était moins bien préparée, même si elle se faisait des illusions, il y a des gars de régions qui ont tenu leur position sans esprit de recul, vraiment en se sacrifiant. Donc il y a des belles choses. Alors ça fait un peu côté perdant magnifique. C'est très français en fait de vouloir glorifier une armée qui a failli. Et en réalité, je glorifie pas cette armée-là, je glorifie les soldats qui se sont battus et qui ont fait leur devoir. C'est peut-être un petit peu le message que je veux faire passer avec certains de ces héros, c'est qu'ils ne se posent pas la question de savoir si c'est juste, si c'est pas juste. Ils ne se posent pas la question de savoir si la France de 39 mérite d'être sauvée ou pas. Ils sont là et ils font leur devoir de patriotes, et ça c'est quelque chose que je voulais mettre un petit peu en valeur aussi. Et il y a également une dimension européenne, puisque un scout qui vient faire un camp chez les Français se retrouve quelques années plus tard de l'autre côté, donc sous l'uniforme de la Wehrmacht, et il y a une dimension fraternelle qu'on retrouve dans le scoutisme, et qui a cruellement manqué à l'Europe au cours du XXe siècle, et ce qui a débouché sur les guerres qu'on a... Clairement, c'est ce que le scoutisme peut apporter, cette espèce de fraternité, internation.
ça n'a pas forcément marché. On aurait pu croire, hein, à la fin de la guerre, il y a eu quand même des grands événements autour du scoutisme, entre les scouts de différentes nations, qui ont été très très forts. C'est ce que peut apporter le scoutisme, c'est sa contribution pour la paix. Ce sont des valeurs qui dépassent les valeurs des nations. Mais justement, est-ce qu'il n'y a pas un problème dans le scoutisme contemporain? Parce que là, vous présentez notamment un des deux personnages principaux, qui est artisan. Ouais. Aujourd'hui, dans le scoutisme, notamment dans les grands mouvements, les scouts d'Europe, les scouts unitaires, ou les mouvements, disons, de scoutisme traditionnel, c'est-à-dire qui respectent la pédagogie initiale du scoutisme, souvent c'est quand même rattaché à des milieux sociaux privilégiés, si ce n'est financièrement, au moins sociologiquement, donc des gens qui appartiennent soit à des familles d'origine aristocratique, de bourgeoisie, de la bourgeoisie au sens même financière du terme, ou même sociologique, donc des gens qui appartiennent à des milieux, disons, conservateurs catholiques, pour faire assez simple. Est-ce que le scoutisme aussi n'est pas en déclin parce qu'il s'est éloigné de la masse populaire? Oui. Et si vraiment, à un moment donné, il faut qu'on retrouve une dynamique dans le scoutisme, c'est par ce biais-là, c'est par le biais de le proposer à des milieux un peu plus populaires. C'est peut-être plus compliqué parce que le scoutisme catholique aujourd'hui, il est peut-être moins bien perçu. Il y a le côté religieux au fait qui freine énormément, je pense. Mais on aurait à gagner à le proposer parce qu'en réalité, ce qui est offert dans le scoutisme, c'est quelque chose d'un peu universel. Ce qu'a proposé Baden-Powell, le père Sevin l'a traduit pour le scoutisme catholique, mais en réalité, les valeurs du scoutisme sont universelles. Ce qu'un garçon apprend avec le scoutisme, c'est de devenir un homme, c'est de passer de cet état d'adolescent transitoire à l'état d'adulte, et il va apprendre à se donner, il va apprendre à être endurant, il va apprendre à ne pas contourner les difficultés. Et ça, ce sont des choses qui pourraient apporter à tout le monde, pas que effectivement à des milieux privilégiés et catholiques. Mais je pense que ces temps-ci, tout le monde aimerait le faire, tout le monde aimerait que ça prenne cette direction-là. Savoir comment la prendre, c'est une autre... Et alors, il y a quelque chose qui m'a frappé, moi, dans cet ouvrage, c'est que quand on voit sur le théâtre de guerre, dans une partie du livre où il est question de la guerre, on voit le comportement assez chevaleresque, assez simple mais chevaleresque, de ceux qui ont pratiqué le scoutisme. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que de l'autre côté du Rhin, on a voulu faire un surhomme, et que dans ces moments-là, quel que soit le côté d'ailleurs, on voit que finalement, il y a des hommes et des zombies, en fait. Et les hommes sont, en tout cas dans votre livre, ce sont ceux qui ont fait le scoutisme. Qu'est-ce qui fait qu'un scout va être mieux armé face à une guerre, face à une période de crise, quelle qu'elle soit d'ailleurs, face à la misère? Qu'est-ce qui, dans le scoutisme, donne des clés pour être un homme, des clés qu'il n'y aurait pas ailleurs? Si on lui apprend à s'ouvrir aux autres, si on lui apprend, comme je l'ai dit tout à l'heure, à découvrir que l'autre est une pépite en soi. C'est-à-dire qu'on va lui apprendre le respect du prochain. On dit le scout est le frère de tout autre scout. On ne parle pas de le scout français et le frère de tout autre scout français. Donc à un moment donné, même si les valeurs de la patrie, en tout cas de défense de la patrie, restent supérieures, elles doivent rester supérieures, il y a... à un moment donné, cette invitation à faire son devoir sans haine, sans hargne. Et ça, c'est pas si facile que ça, je pense. Nous on peut le dire extérieurement, on n'est pas dedans. Quand on se retrouve sur les lignes avec son frère d'armes qui meurt, avec des injustices, avec de la violence, ne pas tomber là-dedans, c'est extrêmement compliqué. C'est quelque chose qui est développé un peu aussi dans ce livre. C'est le rapport à la mort. Quand on est en acte de guerre, on prend la vie. À partir de quel moment ça devient un meurtre? La question se pose, en fait. Quand on est dans la hargne, quand on est dans la haine, on n'est plus dans la guerre. On est déjà dans un ressenti qui nous amène à faire des choses qui ne sont pas bonnes.
Et je pense que, enfin, j'ai jamais été militaire, mais c'est une pensée. Je pense que tout militaire qui a été scout, peut-être au moins a été à cette école de la maîtrise de soi et du respect de l'autre, ce qui, à mon avis, est très important en action de guerre. Oui, en fait, il y a deux parties, disons, dans le livre. Il y a apprendre à vivre, le scoutisme, et finalement la guerre, apprendre à mourir. En tout cas, mettre en pratique clairement et dans un environnement difficile ce qu'on a appris quand on était scout. Ça, c'est sûr. C'est ce qui est développé également ici. J'ai reçu, voilà, j'ai 13 ans. De 13 ans à 16 ans, 17 ans, j'ai reçu en amitié, en aventure, en attention, spirituellement. J'arrive à l'âge adulte, le monde est ce qu'il est, je donne. Comment je donne? Voilà. Quel est mon état d'esprit? Est-ce que je me rebelle? Parce que ça m'aurait quand même plu que les choses soient plus tranchées, ou plus blanches, plus noires, ou est-ce que je me donne sans rien attendre en retour, sans attendre d'autres récompenses que celle de savoir qu'on fait la volonté de Dieu. Ça, c'est issu de la prière scout, c'est la prière de Saint Ignace. C'est vraiment le leitmotiv dans ce livre. C'est est-ce que je me donne sans rien attendre en retour? Ce livre a été votre premier ouvrage. Est-ce que vous envisagez d'en écrire un autre? Est-ce qu'il y a d'autres projets de romans ou même des projets historiques après ça? Ça a dû vous donner envie de... Ah, ça m'a donné bien envie, je confirme. Et j'ai un autre projet en cours. Il y aura toujours cette thématique d'un roman immergé dans l'histoire. C'est un exercice qui me plaît beaucoup et puis ça m'aide aussi à avoir des idées, me plonger dans une période historique, récupérer la grande histoire, récupérer les petites histoires aussi et y insérer une fiction. C'est un exercice qui me plaît bien. Donc, une suite de celui-là ou pas? Absolument pas. Parce que parfois on se demande quand on arrive à la fin d'un livre. Non, je change totalement de sujet et de... On restera au XXe siècle ou pas? Ah non, on reste en Bourgogne. Par contre. Bon, c'est l'essentiel. Très bien. Merci beaucoup, Christophe de Sorsal. Je répète, sans attendre d'autres récompenses que vous pouvez commander sur notre site internet. C'est un livre à compte d'auteur, mais que vous pouvez vous procurer sur notre site internet et sur d'autres bons sites internet. Merci beaucoup. Vous reviendrez pour votre prochain ouvrage dès qu'il sera publié. Avec plaisir. Et à très bientôt.